Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio, partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit, comme on aime à le répéter. Pour parler aujourd'hui d'une héroïne badass du genre super, avec option cynisme et alcool fort, deux héros badass du genre super, avec option cynisme et alcool fort. Renan Cros, bonjour. J'adore quand tu m'appelles badass. Ça vous va très bien. Ben, je crois que c'est mon nouveau surnom. Je vous en vois alors qu'en fait on se tutoie, absolument ridicule. Tu viens de révéler les secrets de cette émission. Et Romain Burel qui va nous rejoindre dans un instant avant de s'attaquer au cas de Jessica Jones, puisque oui, c'est d'elle dont il s'agit. L'info du jour. À voir le 22 mars sur Arte et à partir du 15 sur arte.tv, J'ai deux amours, une mini-série réalisée par Clément Michel et écrite par Olivier Joyard et Jérôme Larcher. Excusez-moi, je suis en retard. Ah. Il n'est pas hétéro, ce mec. Mais t'as déjà couché avec un mec? Je sais pas, j'ai couché avec une femme. Putain, t'es con, j'ai fait y croire. Oh, je suis dans la merde. Tu baises avec deux personnes la même nuit et tu te plains? Tu vois, moi par exemple, je suis hétéro. J'avais jamais couché avec une sexagénaire. Je me fais chier. T'es space en ce moment, Hector. Tu veux que je t'insulte? Je me traite de petite pute si tu veux. Si ça se trouve, j'ai passé la nuit avec une fille. Vous aussi, vous devriez baiser un peu plus. On ne base pas une relation sur le mensonge. Avec toi, je suis heureux. Je vous aime. Vous êtes l'homme et la femme de ma vie. C'est la merde. J'ai oublié de préciser qu'il fallait éloigner les enfants, non peut-être. Ouais, ouais. Voilà. L'histoire d'Hector, François Vincentelli, qui vit avec Jérémy, Olivier Berthélémy, mais débarque son amour de jeunesse, Louise, incarnée par Julia Faure. Après 20 ans de séparation, il est amoureux de l'un comme de l'autre et il refuse de choisir. Alors mettons tout à fait à part le fait que ce soit un de nos éminents confrères qui co-signe le scénario. Ça a l'air tentant quand même, non? Ça a l'air plus qu'hyper tentant. Et c'est le casting un peu le plus sexy de la télé française. Camille Chamou, il y a Yael, François Vincentelli, Olivier Barthélémy. C'est vraiment, à mon avis, une nouvelle génération de séries françaises qui arrive avec J'ai deux amours, un sujet qui est la bisexualité, parce que c'est ça dont est le sujet de la série. C'est mis en scène par Clément Michel, qui est un auteur de comédie au théâtre, qui a fait beaucoup de succès. Vraiment, Arte, je suis assez content que Arte se lance là-dedans, et je pense que ça peut être une petite comédie générationnelle qui va faire du bien à la France. Donc on dit oui. Eh ben on dit oui, voilà. Allez, après cet instant douceur, allons casser des gueules. Third glass tonight. Put it on my tab. You drinking to remember or forget? Giving a shit won't get you a better tab. My whole family was killed in a car accident. Someone did horrific experiments on me. And now this super vigilante shit keeps coming at me. Do you know Captain America? I want to absorb Ailey's investigations. You don't want me, you just want to eliminate the competition. I never take no for an answer. How rapey of you. Elle, c'est Jessica Jones, héroïne Marvel dans la première saison sur Netflix, m'avait personnellement réjoui grâce à sa singulière héroïne et à la force, qui a une force surhumaine, ce qui fait toujours rêver, et à un méchant assez génial, Killgrave. Jessica s'en étant débarrassée à la fin de la saison 1. Que va-t-il se passer dans cette saison 2? Indice, on pourrait la sous-titrer Jessica Jones Origins. Et surtout, est-ce que cette saison 2 est aussi trépidante que la première? Et je commence par saluer Romain Burel. Bonjour. Bonjour. Vous respirez? Oui, ça y est, là, je suis une tente d'oxygène. Là. Juste Renan et moi, on est mononarines. Donc en fait, si vous avez les deux poumons, c'est quand même mieux pour... j'ai un peu la grippe. Ah merde. Alors on commence par Renan. Cette saison 2. Mais tu m'as piqué mon lancement parce qu'effectivement c'est Jessica Jones Origins. Excusez-moi. C'est pas grave. En fait, on avait un peu oublié, mais pas vraiment, de Jessica Jones. C'était il y a quasiment 3 ans en fait la diffusion. Ouais. Et donc moi, quand ça a recommencé là, les épisodes que j'ai vus, je me souvenais plus de rien. Mais c'est dire si moi ma vie est un peu pleine. C'est dire si la saison 1 t'avait marqué. Non, mais c'est-à-dire que je me souvenais qui était Jessica Jones à peu près, mais qui étaient les personnages, pourquoi, comment, dans quel état. En fait, la série, quand elle se termine, on se disait que elle n'était pas forcément obligée de repartir pour une deuxième saison. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, tout le problème de cette deuxième saison, c'est qu'elle sait pas trop où elle repart. Et c'est en même temps, c'est le problème, et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on a en fait une série complètement apathique, qui est vraiment à la forme de son héroïne. C'est que les gens qui viennent pour du super-héros movie vont être bien dégoûtés, parce que c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout. Là, pour le coup, de la première saison, il y avait Killgrave, qui était quand même un personnage avec des super pouvoirs, avec quelque chose qui était de l'ordre du méga monstre. Et là, c'est... quand même, il y a quelques pistes sur... Il y a pistounettes, exactement. Oui, mais quand même. Quelques pistes. Et en fait, c'est beaucoup plus un drama et
beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs ce qui moi m'intéresse dans cette saison 2, c'est que ça devient une série introspective et c'est une sorte de polar introspectif. C'est-à-dire c'est hard-boiled comme jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment, elle fait la gueule, elle est pas sympa et en même temps c'est ce qui fait vraiment l'actrice est géniale. Ouais, et vraiment le personnage est génial et je pense que c'est vraiment ce que les Américains appellent du character driven. C'est-à-dire que en fait ça ne tourne plus qu'autour d'elle, de ses copines, de sa copine effectivement. Oui, mais même qu'une quand même. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi le personnage de Carrie-Anne Moss qui prend de plus en plus de place. L'avocate. On est dans un truc là pour le coup la première saison elle était féministe dans son rapport justement à l'opposition au personnage prédateur et là on est vraiment dans une introspection sur la question en fait de la résilience féminine, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on survit ou est-ce qu'on creuse ses plaies, et ça c'est le sujet de cette saison 2. Romain. Moi, j'ai beaucoup pensé à The Dark Knight de Nolan quand j'ai regardé cette série, parce que je me suis dit qu'on avait beaucoup trop déconstruit les personnages de super-héros. Jessica Jones, elle est ni super, ni même héros, et c'est pas une héroïne non plus en fait. C'est-à-dire qu'elle est de moins, on sait même plus si elle est du bon côté de la machine ou pas. Je suis vraiment, j'ai regardé moi les 5 premiers épisodes parce que c'est les seuls que j'ai pu regarder de cette nouvelle saison. J'étais vraiment complètement décontenancé parce que d'une part, il n'y a pas de némésis, il n'y a pas de méchant. On sait pas une force. Et si on veut être très honnête, il n'y a pas d'histoire non plus, quoi. Effectivement. Mais aussi, il y en a quand même une. Il n'y en a pas d'histoire fondamentale, mais il y a quand même elle cherche à savoir comment elle est passée d'enfant un peu spécial à d'un seul coup, Nana avec une force. C'est Origins, quoi. C'est-à-dire, l'histoire est à l'intérieur d'elle-même, si je peux m'exprimer. Qui est responsable? Autant dans un film, si ça vient pas très très vite, dans les 10 premières minutes, si le super-héros en question se fait pas piquer très très vite par une araignée, etc., le film est raté. Autant là, en fait, j'ai pas envie d'une seconde saison pour savoir ça, c'est beaucoup trop long. 5 épisodes pour savoir où la série va. Moi, je suis arrivé au bout de ces 5 épisodes, vraiment en pendant la langue, en me disant c'est plus possible, quoi. Mais où ils veulent aller, quoi. Je pense d'ailleurs c'est un des problèmes des séries Marvel, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment où ils veulent aller. Mais quand on regarde bien, que ce soit Luke Cage, alors The Defenders, on n'en parle pas. On en parlera après. C'était un peu la déprime, mais ils savent pas où aller en fait. Et moi, ce qui m'intéresse avec Jessica Jones, c'est que le personnage est suffisamment fort pour quand même on continue de regarder les épisodes parce qu'on est un peu attaché à elle. Et moi, il y a un truc qui m'a fasciné dans ces épisodes qu'on a vus, c'est leur acuité. Vraiment, alors pour le coup, la première saison était féministe. Là, c'est vraiment une mise en scène du féminisme, c'est-à-dire que c'est écrit que par des femmes, c'est mis en scène que par des femmes, et il y a cette volonté d'afficher cette lecture féministe-là. Mais même dans la discussion, il y a vraiment, alors moi, ça m'a un peu surpris. Dans le premier épisode, il y a vraiment une conversation entre Trish et Jessica Jones, où en gros, la meilleure copine effectivement, où en gros l'une lui dit t'as vécu un drame, il faut absolument que tu creuses, que t'en parles et que tu évoques quelque chose, et l'autre lui répond, Jessica Jones lui répond, lui dit non, je ne suis pas que ça, et je m'en relève et je continue. J'avais l'impression de voir une discussion entre Christine Angot et Caroline Dehaas, c'est-à-dire qu'on avait une sorte de discussion sur qu'est-ce que c'est non mais qu'est-ce que c'est que comment la résilience et comment on survit un drame. Et ça, c'est moi ce qui me rend cette saison 2 un peu attachante et un peu curieuse. Je suis complètement d'accord avec Romain, je ne comprends pas où ça va. C'est que la saison 1 c'était tuer le prédateur, et la saison 2 c'est comment vivre une fois qu'on a tué son prédateur. Alors moi je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire ce que je vois dans cette saison 2, c'est un peu la charge mentale appliquée aux super-héroïnes. Et d'où parce que c'est une nana qui est super kickass, d'où parce qu'elle a des pouvoirs, elle est obligée de devenir une super-héroïne et de rendre service aux gens. Moi je trouve ça plutôt pas mal en fait. Qu'on lui fasse porter cette responsabilité-là et qu'elle ne veuille pas l'endosser, c'est une chose, et le fait qu'elle recherche à savoir comment elle est devenue cette nana complètement branque, parce qu'elle cherche pas qu'à savoir d'où viennent ses super-pouvoirs, elle cherche aussi à savoir pourquoi elle est de Traviole. Oui, mais on voit bien que les super-pouvoirs c'est une parabole pour parler de la dépression. Enfin, on sent bien que la série pourrait enlever les super-pouvoirs et on aurait un drama quotidien sur une nana qui est... À la rigueur, je préférais voir ça. Je crois que je préférais voir la série complètement débarrassée de tout ça, en fait. Je crois que t'as touché un point assez intéressant quand tu parlais de la dimension féministe de la série. J'ai un peu l'impression, moi, que justement, au détriment de l'histoire, que les scénaristes ont un peu écrit cette saison 2 avec le Bechdel test sous la main en se disant, voilà, faut qu'on coche toutes les cases. Il est même un peu question de MeToo à un moment donné avec cette histoire, la meilleure amie qui a été abusée par un réalisateur quand elle était plus jeune, etc., qui décide de revenir à travers ça, etc. Ça coche toutes les cases. Ouais, mais ça le fait bien. Enfin, je veux dire, on peut aussi reconnaître que la série impose à l'écran, il y a notamment une scène d'orgie lesbienne, plus ou moins, avec Carrie-Anne Moss, qui est un truc, je la trouve étrange, cette scène, parce que c'est vraiment du female gaze, c'est-à-dire que c'est filmer le sexe du point de vue d'un regard féminin, et on voit des choses, et ce personnage de Jessica Jones, qui est en fait la même chose que le détective privé chez Philippe Marlowe. Enfin, c'est vraiment hard-boiled avec le jazz derrière. Sauf que cette transformation féminine, justement, ce qui m'a dérangé dans cette saison 2, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de cahier des charges, mais qu'ils le font
pas si mal que ça. Comme tu le dis, c'est l'avocate, donc du coup c'est un personnage quand même très secondaire dans l'histoire. À la rigueur, c'est des choses que j'aurais voulu voir porter, mais vraiment par le personnage principal, que moi, contrairement à toi, je trouve très monocorde. Mais tu es contre les orgies lesbiennes, elle réagit. Je parle pas de l'avocat, là, je parlais plutôt de Jessica Jones, mais je trouve vraiment monocorde. On sait d'ailleurs comment elle va réagir quand elle fait des blagues un petit peu badass. C'est les mêmes depuis la saison 1, ça n'a pas changé. Elles sont pas super drôles. Très honnêtement, c'est pas hyper marrant. Elle picole, elle boit de la Red Bull au petit déj le matin. C'est la même chose. Enfin, moi, je vois pas le personnage évoluer dans cette saison. Elle est aussi torturée que la saison 1, sauf qu'elle a perdu effectivement son pire ennemi, qui reste là un peu. Et c'est assez marrant de voir que bon, finalement, quand t'enlèves, c'est pas pour rien si dans les comics Marvel il y avait un bon et un méchant, un super bon et un super méchant. C'est parce que justement il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Là, quand t'enlèves une pièce du puzzle, moi la série ne m'intéresse plus, quoi. Non, mais alors tu parlais de l'humour, moi je trouve ça plutôt intéressant et même plutôt reposant. C'est-à-dire autant au cinéma Marvel, les films de super-héros deviennent des espèces de comédies avec joke. Là, le fait qu'il y en ait pas, le canard en même temps, joke. Tu arrêtes tout de suite. Le fait que là dans cette série en fait, il y ait pas tant de blagues que ça, et je pense pas que l'idée soit de faire des traits d'esprit ou de l'humour. Je trouve ça très reposant et je trouve que pour le coup ça sert le propos. Moi j'en peux plus de ces films de super-héros où ça fait des blagues et en fait ça casse pas de gueule en fait. Donc, oui, mais là ça casse pas de gueule, ça fait pas de blagues et ça casse très peu de gueule quand même. Il y a 2-3 moments où elle casse des gueules, mais quand même très peu. Attends qu'elle vienne, tu feras bien moins de malin. Elle passe plus de temps à chouiner et à pas à chouiner. Plutôt elle est introspective, c'est-à-dire que il y a une scène. Et elle a le droit. Mais bordel. elle a le droit d'être introspective. Moi, j'ai un petit problème quand dans la scène, dans l'épisode 1, on a l'incarnation de la question du deuil mis par des cendres et tout d'un coup, il y a des cendres qui volent. Pas trop raconter pour spoiler au public, mais c'est filmé au ralenti et elle regarde ces cendres voler et là, je me dis, non, en termes de mise en scène, les gars, ça c'est pas possible. C'est un peu surligné au stabilo, c'est regarder comme elle n'a pas fait son deuil. Regarder comme, et en fait, c'est ça dont parle Jessica Jones. C'est l'histoire d'un personnage qui se demande est-ce qu'elle a le droit d'être normale et surtout qui est en train de se reconquérir et de se guérir d'un homme toxique, parce que c'est quand même ça Kilgrave dans la saison 1, c'est un homme toxique. Et puis même qui a été fabriqué par des hommes, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle raconte aussi. Mais tout ça, on voit bien que c'est de la deuxième lecture. En fait, ce que dit Romain, et je suis assez d'accord avec lui, c'est elle est où la première lecture? Il est où le comics movie en fait? Il n'est plus là. C'est osé. Moi, ça m'intéresse. Je suis pas sûr que le public de Netflix accroche à ça, parce que quand même dans la saison 1 Kilgrave arrivait tout de suite et donc on avait quand même tout de suite son nombre apparaissait tout de suite, mais il arrive en vrai. Et justement, moi c'est ça qui m'embête un peu, c'est que comme tu le fais remarquer, Kilgrave mettait un peu de temps avant d'apparaître dans la série et là j'ai un peu l'impression qu'on nous refait la même. Mais son poids était quand même déjà là, c'est-à-dire qu'il y avait l'impact de Kilgrave, il était déjà mais là aussi, je veux pas spoiler non plus, mais il y a quand même alors ce sera probablement pas la némésis de la saison, mais il y a un personnage qui est quand même très intriguant qui arrive dans les 5 premiers épisodes. Ouais. Et qui a une force surhumaine également. Oui, je vois très bien, mais mais au bout de 5 épisodes, il est toujours pas là. C'est ça que je veux dire, c'est que il faut vous cogner au moins 5 épisodes pour voir éventuellement l'histoire démarrer. Je l'espère, parce que je sais même pas ce qui se passe après. Mais vraiment, je me dis, surtout avec une consommation de binge-watching type Netflix, ce produit-là, faut vraiment s'accrocher pour avoir envie de le voir. Et en même temps, c'est bien écrit. Moi, je trouve qu'il y a des dialogues, des séquences. Il y a un truc quand même qui est un peu malin, mais qui n'est malin qu'à la deuxième lecture. C'est-à-dire que moi, en permanence, je voyais le filtre MeToo, je voyais la question justement de la résilience. And so what? Mais même si ça coche toutes les cases, comme vous le disiez, en fait, vu le nombre de trucs indigents qu'on doit se cogner, qui les coche pas du tout et qui va même plutôt dans le sens inverse, bordel, pour une fois qu'il y en a une, même si ça coche les cases et même parfois si ça vous semble balourd, moi je trouve ça quand même vachement bien. Mais j'aurais préféré que l'histoire, que ça je vais être obligé de redire pas d'utérus, pas d'avis, on va arrêter avec cette phrase maintenant. Mais encore une fois, j'aurais préféré que ce soit au service d'une histoire qui me tienne en fait. Pourquoi pas déconstruire un personnage de super-héroïne? Pourquoi pas creuser ça? Pourquoi elle a encore des pouvoirs si on va par là, etc. J'ai pas de souci avec ça. Seulement, je trouve que là, pour le coup, le parent pauvre de cette série, c'est l'histoire, et que moi, elle me passionne pas. Je vois même pas où ils veulent en venir. Je vois une succession de personnages plus ou moins intéressants autour d'elle. Certains très très caricaturaux quand même. Autant c'est vrai que le personnage de Carrie-Anne Moss est vraiment intriguant. Enfin, moi, ça m'a intéressé en plus parce qu'elle reprend plus une façon de consommer le sexe qui est très masculine en fait, quoi, quelque chose qu'on a rarement vu, je trouve, comme ça que ce soit au cinéma ou dans une série. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est aussi un personnage qui fait son deuil d'une histoire d'amour, etc. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est un personnage extrêmement ambivalent, bien plus que Jessica Jones. Mais qui en même temps, bon, encore une fois, recoche une case qui est celui de
la lesbienne dans un univers Marvel, ce qui est quand même pas quelque chose qui est très très souvent. La preuve, au cinéma, ils n'arrivent pas à accoucher d'un personnage LGBT encore dans les, voilà, elle est là. Dans les films Marvel. Ouais, mais c'est bien. Bon, après, c'est pas une super héroïne. Et puis en plus, justement, elle est pas très développée, je trouve, moi. Et c'est vrai que je me dis, mince, pourquoi le personnage principal est pas plus vivant? Moi, elle m'intéresse un peu plus quand elle a ses problèmes de hunger management, là, quand elle est obligée d'aller faire des petites réunions pour contrôler sa colère, etc. Là, ça m'intéresse. Je me dis que ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu ailleurs. C'est peut-être dans ces petites questions-là que j'ai trouvé la série plus intéressante. Ouais. Mais je trouve qu'ils prennent un risque en termes d'écriture qui est en fait cette hyper quotidienneté. C'est-à-dire que dans la première saison, on avait quand même très vite donc le fil rouge de Kilgrave qui arrivait, en tout cas cette menace et qui creusait la série. Là, on est quand même, on se dit à un moment, c'est Jessica Jones qui va au boulot, elle croise des gens et tout ça, c'est un peu osé. Ouais, mais c'était déjà un peu présent aussi dans à ce point-là dans la saison, moi ça m'avait pas au son. Ou même dans Iron Fist, etc. Il y avait ces choses-là. Hop, on revient là aux autres Marvel dans un instant. J'essaie de tenir mon. Comme Jessica Jones. Autant celle-là je l'aime bien, autant il y en a d'autres, je peux avoir d'autres trucs. Mais on est bien d'accord que de toute l'écurie Marvel, même en général d'ailleurs, à part Black Panther qui est un peu à part, c'est vraiment le personnage le plus intéressant, le mieux traité, parce qu'il est traité aussi littérairement. C'est un vrai personnage écrit, travaillé. Il y a tout un jeu sur la voix off qui joue vraiment sur la dimension littéraire. On sent qu'ils ont baigné dans le pulp movies, le polar, le roman noir, le film noir. Je lisais un papier qui disait Jessica Jones, c'est marrant, c'est la rencontre entre la femme fatale et les détectives privés, mais en un seul personnage. Si c'était vrai, moyen fatal encore. Ouais, bah voilà, si c'était vrai, ça donnerait un truc un peu lourdingue, un peu. Là, il y a un truc, c'est vraiment le personnage secondaire qui devient un personnage premier. C'est-à-dire que c'est là. Je crois que c'est un peu le cas dans les personnages Marvel en fait. C'est pas une tête d'affiche Jessica Jones dans les comics. Mais d'ailleurs, c'est ça qu'a racheté Netflix. C'est-à-dire, c'est tous les personnages que le cinéma ne voulait pas ou qui avaient eu une carrière vraiment pathétique. Qui avait été Ben Affleck. Ben Affleck. Mais voilà. Mais en tout cas, sur Netflix, c'est la série qui m'intéresse le plus après la première saison de Daredevil. Après, la vraie grande différence avec la saison 1 dont tu parlais, c'est que toutes les intrigues secondaires dans la première se rejoignaient parce qu'elles avaient quelque chose à faire avec Kilgrave. Là, pour l'instant, de ce que nous on a vu, à savoir les 5 épisodes, il y a des intrigues secondaires qui partent un peu dans tous les sens et dont on ne sait pas s'il y a un moment elles vont se rejoindre pour aller vers le même méchant. C'est ça, ça aussi donne un qui est petit côté soap par moment un peu, c'est-à-dire la copine Trish. Mais Trish est devenue. Alors c'est ma seule réserve, je veux dire, sur ce début de saison 2. Autant Trish avait un truc que j'aimais beaucoup dans la première, autant là elle est très présente et un poil fatigante. Quand même. Les discussions. Ce sera ma seule réserve. Les discussions de Trish avec sa mère, je m'en fous un peu quoi. Il y a un truc vraiment où on coche les cases des questionnements féminins aujourd'hui, mais à la fois, encore une fois, on a l'air de dire que c'est très intéressant, et en fait, on est trop exigeant. On voudrait un peu plus que ça. C'est-à-dire... Non, ou alors un peu moins, parce que vraiment, moi, je pense que si la série était un peu plus badass, s'il y avait des scènes de combat un peu chorégraphiées, un peu jolies, si la façon de représenter ces super pouvoirs était un peu plus maligne que ce qu'on voit, qui sont quand même des trucs en aluminium qui se déchirent quand elle pose la main dessus, c'est assez ridicule quand il y a un mec qui court vite, on dirait Benny Hill. non, c'est consternant. Enfin, très honnêtement, ce traitement-là, même, donc, je me dis, en fait, que c'est sûrement une série qui est faite par des gens qui détestent, en fait, l'univers des super-héros. Non, mais c'est-à-dire qu'elle a un super pouvoir qui est pas très graphique. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est très forte, en fait. Elle peut jeter des gens et casser des murs, et elle peut sauter très haut ou. Ouais, voilà. Mais. Je pensais à toutes les merdes, j'allais dire, de CW qu'on doit se cogner, type Supergirls, etc. Où là, effectivement, elles ont le costume, elles ont les blagues à 2 balles, elles ont des super pouvoirs, etc. Et le brushing. Voilà. Et c'est mal fait. Et je me dis, moi, je serais Netflix, j'aurais l'argent pour le faire. Essayer de lécher un peu ça, de soigner ça, et de nous rendre ça un peu vaguement intéressant. Mais en parlant de CW, tu vois bien que c'est le contre-pied qu'ils essayent de prendre dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est hyper écrit, surécrit, et ça clignote de messages en permanence, mais tant mieux en même temps. C'est-à-dire que on est dans le cœur du mainstream et de l'œuvre mainstream qui devient politique. Et pour le coup, Jessica Jones, ça parle que de ça. Hein. C'est marrant, ça. C'est aussi ce truc d'avoir cet objet qui est l'objet super héroïque et de plus savoir quoi en faire à un moment donné. Un peu aussi, ça m'a fait penser à Iron Man 3 aussi, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné il faut casser son jouet pour essayer d'en faire d'autres choses. Je parlais de Nolan tout à l'heure, etc. C'est bien, mais à un moment donné il faut que ce soit au service d'une histoire qui tienne vraiment le spectateur et qui se dise voilà, on va essayer de vous amener. Là, très honnêtement, si on doit attendre 5 épisodes et tous les 3 ans pour essayer de trouver un intérêt à cette série, on va pas y arriver, les gars. Ça manque de fun, si je dois résumer, en ce qui me concerne, c'est un grand oui. En ce qui concerne Renan, c'est un bof. Et en ce qui concerne Romain, c'est foutez-moi la paix avec ça. Non. Au contraire, c'est un peu genre, je suis tellement déçu parce que j'en attendais beaucoup. Ouais. Sur le papier, le personnage m'intéresse beaucoup. Moi, l'image du super-héros m'intéresse beaucoup. Je pense en plus qu'on l'a effectivement beaucoup trop malmené ces dernières années et qu'il y a quelque chose à réinventer maintenant et un peu plus de fraîcheur. Il y a des séries qui arrivent, hein. Honnêtement, moi, The Runaway, ça
m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu plus pop aussi, Runaway. Un peu plus pop, un peu plus adolescent. C'est peut-être le problème de Jessica Jones. Il y a quelque chose un peu du renouveau. Et là, en fait, je me dis que si c'est une série pour les gens de 30 ans, ça va pas les passionner non plus parce que ça coche pas les bonnes cases, encore une fois. Ok, donc en guise de dernier argument, j'ai l'impression d'avoir joué au puissance 4 là. Je me contenterai d'un c'est vous, pas pop. Ouais. Alors vous l'attendiez, hein, je sais que depuis tout à l'heure vous trépigniez à l'idée de parler des autres séries Marvel. Vous aurez reconnu le générique de Luke Cage ou pas si vous ne regardez pas. Le trailer de la saison 2 vient de tomber, ce sera en diff sur Netflix le 22 juin. Revenons sur l'univers Marvel en série. Alors moi j'ai dit ma préf c'est Jessica Jones et numéro 2 c'est Luke Cage. Après, alors moi j'ai tenu Jessica Jones parce qu'il y avait quand même un minimum d'écriture. Luke Cage ça m'intéresse mais je me suis quand même un peu lassé sur la fin de saison 1 et alors les autres mais Osef quoi, mais alors vraiment Osef puissance 1000 je n'en peux plus. Oui je parle jeune. Non mais je vois ce que tu veux dire. Moi ce que je leur reproche c'est en fait déjà c'est d'être graphiquement et au niveau de la charte tous un peu les mêmes séries. C'est-à-dire concrètement moi j'ai l'impression de regarder la même chose. Je sais que ça doit se rejoindre parce qu'à un moment donné il y a un arc. Il fait souvent sombre dans les séries Marvel Netflix. Et ils font la gueule. C'est-à-dire, réglez bien votre téléviseur avant de voir, sinon vous voyez 2 couleurs à l'écran. Mais voilà, donc déjà ça m'embête un peu, surtout que voilà, on sent que tout ça doit se rejoindre un petit peu. Et je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, si je trouve que ça me tombe un petit peu des yeux aussi, c'est parce que ça ressemble à tout ce qui a été fait avant. Or, j'ai envie de autorisez-vous un petit peu de liberté quand vous vous saisissez d'une série et allez-y quoi. Si vous faites un truc un peu nouveau film noir, etc., allez-y à fond. Mettez-nous du noir et blanc, j'en sais rien, faites quelque chose. Et quand vous faites quelque chose d'un peu plus léger, allez-y aussi en tout cas. Et quand on parlait de Luke Cage tout à l'heure, il y a une série en ce moment qui est sur CW que je trouve très très réussie, qui David je disais tout à l'heure qui nous montre que des merdes, c'est pas vrai parce que moi il y a une série qui s'appelle Black Lightning. Tous les héros noirs s'appellent Black, j'en peux plus, je sais même plus s'ils ont un nom après. Il s'appelle Luke Cage. Ouais. La preuve qu'il y en a au moins mais qui là raconte d'autres choses, qui fait un pas de côté comparé à ce que sont les séries de CW d'habitude quand elles parlent des héros d'ici. Là ça m'a intéressé, je trouvais justement il y avait quelque chose de frais, il y avait un traitement différent qui saisissait de questions très très actuelles comme Black Lives Matter comparé au mouvement des droits civiques, etc. Là ça m'a beaucoup plu. Je suis d'accord avec Romain, c'est que le problème c'est que c'est le cahier des charges. On sent qu'ils ont signé un contrat, qu'il y a une marque et que cette marque-là, on ne peut pas la décaler. C'est-à-dire que on voit bien que Jessica Jones, c'est presque celle qui est un peu à part parce que je crois que c'est celle dont ils souhaitaient le plus. C'est-à-dire qu'ils n'y croyaient vraiment pas et qu'ils ont. Alors qu'Iron Fist. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que même sur le papier, même dans les, mais même dans les comics, Iron Fist. Enfin, pardon, ne m'en voulez pas si vous m'écoutez que vous êtes fan, mais je ne sais pas qui l'intéresse en fait. Mais Jessica Jones, ils se sont dit, on va essayer. Et en fait, je pense que c'est dans le on va essayer qui était un peu intéressant, c'est qu'ils ont laissé un peu de liberté. C'est pour ça que c'est un peu de style en fait, Jessica Jones. Rien que le générique le générique de Jessica Jones, il est vraiment élégant et il y a une élégance et aussi parce que l'univers du polar qui est très très marqué à la fois donc dans Jessica Jones et puis plutôt le côté blaxploitation de Luke Cage, c'est ce qui leur donne une base esthétique qui fait que c'est regardable. Le problème d'Iron Fist, c'est que c'est vaguement les films de kung-fu, mais alors un film de kung-fu par un blanc-bec, aucun intérêt. Mais quoi. Vous pensez pas que justement, alors comme Defenders et de l'avis de tous, je ne vais rien spoiler, extrêmement raté et qu'en fait les premières saisons de toutes ces séries, toutes ces premières saisons de séries Marvel n'avaient qu'un objectif à la fin, c'était de les réunir. La réunion ayant été ratée, peut-être que ça augure des saisons 2 un peu plus musclé, un peu plus original. Enfin, mais le problème, c'est que Marvel, déjà... On parle pas du tout de Daredevil, hein, vous écoutez depuis tout à l'heure. Mais Marvel, en fait, au cinéma, déjà, on en a vraiment marre. Heureusement, là, il y a Black Panther, parce qu'ils sont dans une tentative de reconquête auteur, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Ryan Coogler, parce que c'est un auteur, et voilà. On sent que, vraiment, là, on est un peu coincé dans les séries, c'est-à-dire que tant qu'ils leur donneront pas... Mais Melissa Rosenberg, qui fait Jessica Jones, c'est quelqu'un qui impose quand même une vision. Les autres, c'est quand même un poil plus générique, un poil plus simple. Jessica Jones, pour le coup, c'est une vraie réussite de Marvel Netflix. Le reste, et tu parlais de Inhumans, qui est donc le teen super-héros à peu près. Runaways, parce que Runaways, par contre, c'est juste infâme. Oui, mais c'est Runaways, je confondais. Vous êtes en train de me faire vos recos maintenant, on est d'accord? Non. D'accord. Mais Runaways, ce qui était intéressant, c'est que c'était très très pop. Voilà. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans Jessica Jones, c'est peut-être aussi le fait que moi, j'avais beaucoup aimé la première saison de Daredevil. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de neuf, de très noir. Il y avait des scènes très très chorégraphiées qui étaient assez incroyables, et je trouvais que c'était beaucoup plus stimulant à regarder que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Là, avec Jessica Jones, la saison 1 on était dans quelque chose de beaucoup plus mental, etc. Ça m'intéressait. J'aimerais juste qu'ils essaient de savoir où ils vont, et surtout si à un moment donné ils doivent réunir ces gens,
qui a un vrai intérêt pour le faire, quoi. Et Daredevil, Je peux exposer mon problème de vieille dame sur Daredevil. Je l'ai déjà dit, mais du coup, je le répète. Moi, j'ai un problème, c'est que des combats si bien chorégraphiés soient-ils dans le noir, je les vois pas, en fait, moi. Mais vraiment, je les vois pas. J'ai eu un gros souci à cause de ça, quoi. Oui, j'entendais bien que ça se bastonnait, mais je vois. C'est excessivement bien chorégraphié. Je sais pas si tu te rappelles, dans un des tout premiers épisodes de la saison 1, il y avait une scène qui durait bien un quart d'heure, comme ça, où c'était dans un couloir, et ça, c'était quand même très très beau. Même au cinéma, j'avais pas vu des choses aussi chouettes. Ça nous rappelait John Woo, etc. On trouvait qu'il y avait quelque chose qui était quand même assez excitant, en tout cas prometteur. Le chic de la série, c'est de nous avoir fait oublier Ben Affleck et puis Jennifer Garner en Electra. Personne ne me fera jamais oublier Ben Affleck. Ah non, et Jennifer mais Garner. c'est vraiment, ils ont un peu redonné de l'espoir aux gens, peut-être en effaçant cette espèce de film infâme qui était Daredevil. On est d'accord, si j'ai bien compris tout le MCU, que tous ces gens, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil et Jessica Jones, seront donc aussi à l'affiche de Infinity War, c'est ça, non, le Avengers Là, tu viens d'ouvrir les portes des enfers. Je comprends plus rien, Marvel. J'ai l'impression vous savez, ces soirées. Il y en a un qui sort tous les 3 mois au cinéma, déjà. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment, vous voyez, dans ces soirées de retrouvailles, vous voyez, c'est les 20 ans de la fin du lycée, on se retrouve, donc tout le monde se retrouve, et ils ont rien à se dire, en fait. Enfin, vraiment, tous ces personnages. Déjà, essayer de faire Moi, j'attends une conversation entre Iron Fist et Hulk. Franchement, ça peut me faire rire. Non, mais en plus, on a l'impression qu'artistiquement, c'est juste simplement une espèce de placement. C'est du placement de produits, en fait. C'est du placement de séries, de personnages. Vraiment, clairement, on va le dire, on se fait chier au cinéma devant les Marvel. Non, c'est pas vrai. Oh, si, moi, ça m'intéresse de savoir à quel moment ça va collapser. Alors, à quel moment les gens vont plus suivre, en fait. Parce que pour l'instant, ça fait des milliards de dollars au box-office. Donc, c'est pour pas le cinéma, vous voulez dire? Au cinéma. Non, mais tant qu'il y a des perspectives d'affrontement entre Benedict Cumberbatch et Tom Hiddleston, moi, je prends mes tickets de cinéma. Mais nous, ici, on parle de séries. Pour terminer cette émission, messieurs, une recommandation. Alors, soit de super-héros, soit de filles badass à regarder en série. Moi, elles sont ni badass ou pas, mais ce qui est intéressant avec Jessica Jones, c'est que ça part. Elles sont ni badass ou pas, ça ne veut rien dire. Oui, mais je ne termine pas mes phrases, c'est aux auditeurs de les terminer eux-mêmes. D'empowerment, qui est quand même au cœur aussi de Jessica Jones et de questionnement. La série de Bold Type, qui est disponible enfin sur Amazon, qui sur le papier me donne envie de me flinguer, c'est-à-dire c'est l'histoire de 3 super journalistes d'un magazine de mode, et elles sont trop cool, et donc vraiment là je me suis dit ok, je vais vraiment me buter devant ça, et c'est génial, c'est extrêmement bien écrit. Ils ont pas de super pouvoir. Si, elles ont un super pouvoir qui était en fait la bienveillance. Oh, c'est sexy. Et je vous jure que c'est une série The Bold Type. Si vous dire que t'en casses des gueules avec de la bienveillance. Elles sont assez badass pour ça, parce que tout d'un coup elles s'entraident et qu'elles sont bienveillantes, et que c'est surtout une série qui met un peu les pieds dans le plat parfois, qui questionne avec des personnages qui font des erreurs. Je pense que Jessica Jones, ça doit être une inspiration pour les héroïnes de The Bold Type disponible sur Amazon Prime Video. Romain. Alors moi, ma recommandation, ce serait The Good Girls. Je sais pas si vous avez regardé ça récemment, vient de commencer aux États-Unis. J'ai vu le pilote, et on parlait de MeToo tout à l'heure. On est à fond dedans, c'est-à-dire ces 3 nanas qui sont bien dans la dèche aux États-Unis et qui, pour régler leur histoire d'argent, décident d'aller braquer une épicerie dans laquelle une de leurs collègues travaille. C'est rudement bien fichu. On parlait de MeToo tout à l'heure. C'est vraiment la série. Alors ça fait un écho. Je sais pas s'ils ont décidé de le faire après l'affaire Weinstein ou avant, mais vraiment c'est la série qu'on attendait là-dessus. C'est-à-dire que vraiment le discours des personnages épouse tout à fait ces questions-là d'une manière très très intelligente. Et vraiment c'est la série qui m'a le plus plu dernièrement. Et moi, comme j'ai le mot de la fin, je recommande Jessica Jones parce que je m'en fous, je fais ce que je veux en fait, de toute façon. Merci beaucoup, messieurs. Merci Renan Cros. Merci Romain Burel. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour Next épisode. Le mercredi, c'est un fauteuil pour 2 sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.